Mesdames et messieurs, je vous présente ma fille. Un pur gâchis de potentiel génétique. C'est la première chose que mon père a dite dans le micro. Il a pointé son verre de Château Margaux dans ma direction et a souri comme un requin. Elle se traîne dans la misère pour s'occuper des rebuts de la société au lieu de perpétuer mon héritage. Une vraie tragédie. Les 300 invités ont ri. Ils pensaient que c'était une blague. Ils ne savaient pas que j'avais un micro sans fil caché dans ma manche. Et ils ne savaient certainement pas que j'étais sur le point de transformer son gala à 25 millions d'euros en scène de crime. Avant que je vous raconte précisément comment j'ai détruit sa carrière 30 secondes plus tard, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été humilié par votre propre famille? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Je suis sortie de l'ombre. Le claquement sec de mes talons sur le sol en marbre trancha les rires persistants comme une lame. La salle devint silencieuse, du genre de silence qui pèse, lourd et menaçant. J'ai marché droit vers l'estrade en montant les escaliers. Mon père m'a regardé, ses yeux se plissant, s'attendant à une crise de nerfs ou à une supplique larmoyante pour un peu de respect. Il s'attendait à voir la fille qu'il avait harcelée pendant 2 décennies. Ce n'est pas elle qui l'a eue. J'ai tendu la main et lui ai pris le microphone. Il était trop abasourdi pour m'arrêter. Je me suis tournée vers la foule. 300 visages attendant la chute de la blague. Mon père a raison sur une chose, ai-je dit, ma voix stable et froide. Je travaille bien avec les personnes les plus vulnérables de notre pays, mais il a oublié de mentionner l'intitulé de mon poste. J'ai marqué une pause. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à devenir suffocant. Je suis la responsable principale des programmes pour le Fonds national de la santé, et je suis l'unique signataire détenant un droit de veto sur la subvention de 25 millions d'euros que le docteur Chevalier sollicite désespérément depuis janvier. La salle ne devint pas seulement silencieuse, elle se figea. L'air sembla aspirer hors de la salle de bal. Le visage de mon père passa de l'arrogance vermeille au gris cendre en une seule seconde. Il lâcha son verre. Il se brisa. Le vin rouge s'écoulant sur la scène comme le sang d'une blessure. Je n'ai pas regardé le désordre. J'ai ouvert le mince dossier noir que je portais sous le bras. Parlons de cette proposition, voulez-vous? Un centre pour la dignité retrouvée. Ça sonne noble. J'ai tourné une page. Mais j'ai fait un audit ligne par ligne ce matin. J'ai regardé droit dans les yeux les riches donateurs au premier rang. 80% du budget est alloué à la rénovation des locaux, plus précisément à du mobilier en cuir italien importé pour les bureaux de la direction et à un sol en marbre pour le hall d'entrée privé. Pas un seul centime n'est alloué au lit des patients. J'ai tourné une autre page. Le son résonna comme un coup de feu dans la salle silencieuse. Section 4, transport administratif. 300 000 euros pour 2 SUV de luxe, pour une association venant en aide aux sans-abri. Je me suis tournée vers mon père. Il tremblait. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il ressemblait à un poisson sur un quai, haletant, réalisant que l'eau avait disparu. Ceci n'est pas un établissement médical, ai-je dit dans le micro. C'est un plan de retraite déguisé en œuvre de charité. J'ai refermé le dossier d'un coup sec. Docteur Chevalier, votre demande est formellement rejetée pour mauvaise gestion financière flagrante et tentative de fraude. Vous ne verrez jamais un centime des fonds publics tant que je tiendrai ce stylo. J'ai laissé tomber le micro. Il a heurté le sol avec un bruit sourd et lourd qui a résonné dans les haut-parleurs. Je me suis retournée et j'ai quitté la scène. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le choc irradié de la foule comme de la chaleur. Pendant 29 ans, j'avais été la fille invisible, la déception. Mais ce soir, sous les projecteurs qu'il avait payés avec de l'argent qu'il n'avait pas, j'étais la seule chose que tout le monde pouvait voir. Il y a 10 ans, dans la bibliothèque en acajou de sa villa, mon père tenait ma lettre d'admission à la meilleure école de travail social de France. Il n'a pas souri. Il ne m'a pas félicité. Il s'est approché de la cheminée, a froissé le papier dans son poing et l'a jeté sur les bûches. « Tu veux être une concierge pour les déchets humains ?» avait-il demandé en époussetant la cendre de ses mains. « Vas-y, mais ne t'attends pas à ce que je paie pour que tu ruines ta vie. Tu es morte pour moi à l'instant où tu franchiras cette porte.
Il pensait avoir incinéré mon avenir cette nuit-là. Il pensait qu'en me coupant les vivres, en refusant de prononcer mon nom pendant une décennie, il m'avait effacé. Mais le feu ne fait pas que détruire, il forge. Pendant qu'il bâtissait son empire de chirurgie plastique et de projets vaniteux, je cumulais les petits boulots. J'ai financé mes propres cours du soir. J'ai obtenu mon master en administration publique à Sciences Po en vivant de nouilles instantanées et de rancœur. Je suis passée de simple assistante sociale à responsable de secteur, et finalement au conseil d'administration nationale. Il n'en a jamais rien su. Il n'a jamais demandé. Pour lui, j'étais juste un fantôme, un échec qu'il utilisait occasionnellement comme chute dans une blague pour se sentir supérieur. Cet aveuglement fut son erreur fatale. Je l'ai regardé d'en haut, du bord de la Seine. Il s'agrippait au pupitre, les jointures blanches, me fixant comme si j'étais une étrangère qui venait de s'introduire chez lui. Il ne reconnaissait pas la femme qui se tenait devant lui. Il ne voyait que la jeune fille qu'il avait rejetée. La vérité, c'est que j'ai vu sa demande de subvention atterrir sur mon bureau numérique il y a 6 mois. J'ai vu les chiffres gonfler. J'ai vu les sociétés écrans listées comme sous-traitants. J'aurais pu la rejeter à ce moment-là. J'aurais pu envoyer un courriel discret et professionnel refusant les fonds. Ça aurait été efficace. Ça aurait été facile. Mais ça n'aurait pas été la justice. Si je l'avais rejeté discrètement, il aurait inventé une histoire. Il aurait blâmé la bureaucratie, la politique ou la malchance. Il aurait trouvé un autre donateur à charmer, un autre moyen de maintenir son château de cartes debout. Je devais couper la tête du serpent. Alors, j'ai attendu. J'ai approuvé les phases préliminaires. Je l'ai laissé croire qu'il avait déjà gagné. Je l'ai regardé réserver ce grand palace parisien. Je l'ai regardé commander le homard et le vin millésimé. J'ai attendu qu'il ait rassemblé toutes les personnes importantes de la ville, tous les témoins dont il avait besoin pour valider son ego. Je l'ai laissé construire son propre tribunal, engager son propre jury et payer pour sa propre exécution. Tu n'as pas seulement organisé un gala, papa, ai-je pensé en le regardant dans ses yeux terrifiés. Tu as construit un piège, et tu es tombé droit dedans. Il pensait que mon silence des 6 derniers mois était de la soumission. Il n'avait pas réalisé que c'était le silence d'un chasseur attendant que sa cible se sente à l'aise. Il voulait un spectacle. Je le lui ai offert. J'espère que le homard en valait la peine, ai-je murmuré juste assez fort pour qu'il m'entende avant de lui tourner le dos. Le silence dans la salle n'était plus pesant. Il était électrique. Et pour la première fois de ma vie, l'air ne sentait pas son parfum de luxe. Il sentait la justice, pure et froide. J'ai poussé les lourdes portes de service, laissant les murmures de la salle de bal derrière moi. L'air dans le couloir du personnel était froid et sentait le détergent industriel. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas régulier et mesuré, celui de quelqu'un qui vient de terminer un travail. Je voulais juste rejoindre ma voiture, le silence, la fin de ce long et sordide chapitre. Mais les monstres ne meurent pas simplement parce qu'on leur coupe les vivres. Parfois, ils deviennent affamés. J'ai entendu la porte s'ouvrir en claquant derrière moi. Ce n'était pas une entrée normale. C'était une collision. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Sa respiration lourde et frénétique le trahissait. « Arrête-toi tout de suite. » Sa voix résonna sur les murs en béton, dépouillés de tout son vernis public. Elle était brute, hideuse et suintante de rage. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée lentement. Le docteur Chevalier se tenait à 3 mètres. Son smoking impeccable était froissé. Son visage était une carte marbrée de fureur rouge et de sueur. Les veines de son cou saillissaient contre son col. Il ne ressemblait plus à un brillant chirurgien. Il ressemblait à un animal acculé. « Tu crois que tu peux t'en aller comme ça ?» Il s'est jeté en avant, comblant la distance avant que je puisse reculer. Il m'a attrapé le poignet. Ses doigts se sont enfoncés dans ma peau, assez fort pour laisser une marque. « Tu crois que tu peux venir chez moi, devant mes pairs, et m'humilier ?» J'ai baissé les yeux vers sa main sur mon bras, puis je les ai relevés vers ses yeux. Je n'ai pas cherché à me dégager. Je l'ai juste fixé avec un détachement clinique absolu. « Lâche-moi,
ai-je dit. Sinon quoi, a-t-il sifflé en se penchant vers moi. Je pouvais sentir l'odeur du vin millésimé sur son haleine, aigre errance. Tu vas écrire un autre rapport? Tu vas me dénoncer, espèce de petite peste ingrate et traîtresse? Je t'ai donné la vie. Je t'ai mis un toit sur la tête. Et c'est comme ça que tu me remercies? En détruisant ma réputation. Et voilà la vérité, nue et laide. Je l'ai regardé se décomposer. Et soudain, tout est devenu clair. Pendant des années, j'ai cru qu'il détestait ma carrière parce qu'elle ne rapportait pas d'argent. Je pensais qu'il méprisait mes choix parce qu'ils n'étaient pas assez prestigieux. Mais en voyant la panique pure dans ses yeux, j'ai réalisé que j'avais eu tort. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était même pas une question de subvention. C'était une question de hiérarchie. Dans son esprit, il était le soleil. Et je n'étais qu'une lune destinée à refléter sa lumière ou à disparaître dans l'obscurité. Mais ce soir, la lune avait éclipsé le soleil. Le gâchis de potentiel génétique avait exercé son pouvoir sur le génie. L'assistante sociale venait de renvoyer le grand chirurgien. C'était une blessure narcissique si profonde qu'elle fracturait sa réalité. Il n'était pas en colère parce qu'il était ruiné. Il était en colère parce que j'avais prouvé que j'étais plus forte que lui. Il ne pouvait pas accepter un monde où sa victime était son juge. Ta réputation, ai-je demandé, ma voix calme contrastant vivement avec son hystérie. Je n'ai pas détruit ta réputation, papa. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. Si tu n'aimes pas ce que les gens voient, ce n'est pas ma faute. Tu as tout gâché. Il a secoué mon bras, des postillons s'échappant de ses lèvres. Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je connais? Je vais t'enterrer. Je passerai un coup de fil et tu ne travailleras plus jamais dans ce pays. Je te poursuivrai en justice pour diffamation jusqu'à ce que tu m'en dis dans la rue avec les toxicos que tu aimes tant. Il ne m'écoutait pas. Il redoublait de violence, se réfugiant dans la seule chose qui lui restait, les menaces. Il pensait qu'il tenait encore les cartes. Il pensait pouvoir forcer la réalité à reprendre une forme qui lui plaisait. Je me suis dégagé d'un coup sec. Il a reculé en trébuchant, surpris par la résistance physique. Tu n'écoutes pas, ai-je dit en m'avançant vers lui, le forçant à reculer contre le mur. Tu crois que c'est fini? Tu crois que je suis juste venu ici pour t'embarrasser? Il m'a foudroyé du regard, haletant, ses yeux balayant le couloir vide. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a-t-il grondé. Mais j'ai une police d'assurance. Tu te crois maligne? Tu crois que tu peux prendre mon argent? J'ai encore quelque chose qui te tient à cœur. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. La rage dans ses yeux s'est transformée en quelque chose de plus aigu, de plus cruel. Il a mis la main dans sa poche et a sorti son téléphone. Tu veux jouer les méchantes, Chloé? Très bien. Voyons à quel point tu aimes ta grand-mère quand elle dormira sur un banc public ce soir. Il a souri, un sourire humide et visqueux qui m'a donné la chair de poule. Il a baissé lentement son téléphone, laissant la menace flotter dans l'air comme de la fumée. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir trouvé le seul bouton sur lequel il pouvait appuyer pour me faire plier. Tu vois, dit-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Tu as ton petit titre, Chloé. Tu as ton porte-document et ta bien-pensance. Mais j'ai la seule chose qui compte vraiment dans ce monde. Il a reculé, écartant les bras pour désigner le couloir opulent, le souvenir de la salle de bal derrière nous, le fantôme de la fête qu'il avait organisée. J'ai des ressources. J'ai du pouvoir. Tu penses que rejeter une subvention m'arrête? J'ai une caisse noire, ma chérie. Une réserve pour les jours difficiles que toi et tes petits bureaucrates ne pouvaient pas toucher. Il a ri, et c'était un son déchiqueté et laid. Il s'est approché d'un chariot de service abandonné dans le couloir, a attrapé une bouteille à moitié vide du château Margaux. Il en a versé un peu dans un verre à eau et l'a fait tourner. Regarde ce vin. 2000 € la bouteille. Regarde les queues de homard sur le buffet. Sais-tu qui a payé pour tout ça? La fondation. Ma fondation. Je peux faire passer une fête à 100 000 € pour de la prospection de donateurs. Je peux m'envoler pour Paris pour des voyages de recherche.
Je vis dans un monde où les règles sont des suggestions et où l'argent est la seule loi. Tu ne peux pas me faire de mal. Je suis l'institution. Il a pris une gorgée de vin, ses yeux rivés sur les miens, me défiant de le contredire. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas bronché. J'ai juste mis la main dans ma poche et sorti à nouveau mon téléphone. J'ai tapoté l'écran 3 fois et je l'ai tourné pour qu'il puisse voir. Ce n'était pas un enregistrement. C'était une photo. Une image haute résolution de la facture du traiteur du gala, de la carte des vins et des honoraires de consultant versés à une société écran enregistrée à son nom. Tu as raison, papa, ai-je dit, ma voix tranchant son arrogance comme un scalpel. Tu es l'institution, et c'est exactement pour ça que tu vas aller en prison. Il a froncé les sourcils, le verre s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que tu racontes? Ça s'appelle un abus de biens sociaux, ai-je dit. Et selon le Code général des impôts, il est strictement interdit pour le dirigeant d'une fondation d'utiliser les actifs caritatifs à des fins personnelles. Pas de dîner de luxe, pas de vin millésimés, et certainement pas de soirée de prospection de donateurs qui ne servent qu'à flatter l'ego du président. J'ai fait glisser l'écran vers la photo suivante, une capture d'écran du texte de loi. Tu viens d'admettre, de te vanter en fait, que tu as utilisé l'argent de la fondation pour payer cette soirée. Ce n'est pas une faille juridique, papa. C'est de la fraude fiscale. C'est un détournement de fonds. Et quand on combine ça avec les contrats de construction gonflés que j'ai trouvés dans ta demande de subvention, ça constitue un dossier pour fraude en bande organisée. La couleur quitta son visage si rapidement qu'on aurait dit que son sang s'était simplement évaporé. Il a baissé le verre, sa main tremblant si fort que le vin a débordé, tachant de rouge sa manchette blanche. J'ai pris des photos du menu, ai-je continué, implacable. J'ai pris des photos des bouteilles de vin. J'ai les factures. Et il y a 30 secondes, pendant que tu te vantais de ta caisse noire, j'ai tout envoyé sur un serveur sécurisé partagé avec la brigade financière. Tu n'oserais pas, a-t-il balbutié. Je l'ai déjà fait. Ce n'est plus une fête, papa. C'est une scène de crime, et tu viens de me donner les aveux. Il a fixé le téléphone comme si c'était une arme. L'arrogance avait disparu. Le roi de la chirurgie n'était plus là. Il ne restait qu'un vieil homme avide, terrifié par les conséquences. Traîtresse, a-t-il murmuré. Non. C'est toi qui as commis le crime. Moi, je n'ai fait qu'allumer la lumière. La panique s'est transformée en rage. Au lieu de se rendre, il a attrapé son propre téléphone et a maintenu son doigt sur un contact. Supprime les photos, a-t-il grondé. Ou j'arrête de payer l'EHPAD de ta grand-mère. Ce soir, ils rouleront son lit dans la rue. Il a montré l'écran. EHPAD Le Chêne Argenté. Je n'ai pas bronché. Appelle-les, ai-je dit. Haut-parleur. Il a composé le numéro. La ligne était hors service. Elle n'est pas là, lui ai-je dit. Je l'ai fait déménager mardi dernier. À la Villa Serena. Un an payé d'avance. Son visage s'est effondré. L'histoire qu'il s'était inventée sur moi fauchée, naïve, inférieure à lui se désintégrait. Tu ne m'as jamais vu, ai-je dit. Tu étais trop occupé à admirer ton propre reflet. J'ai obtenu mes diplômes, géré des budgets plus importants que ceux de ton hôpital, et économisé la moitié de mon salaire pendant 5 ans. Tu as supposé que j'étais faible parce que je refusais de t'idolâtrer. Il s'est laissé glisser au sol. S'il te plaît, a-t-il supplié. J'ai de l'argent caché. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers lui. Il affichait un appel actif. Appel en cours. Inspecteur Martin. Brigade financière. Il écoute depuis 3 minutes, ai-je dit. Le téléphone est tombé de sa main. Le combat était terminé. Je suis sorti par le couloir de service alors que les agents en civil se rapprochaient. Derrière moi, j'ai entendu des cris, puis des sirènes, puis la petite voix paniquée d'un homme qui comprenait enfin la loi de la gravité. Dehors, l'air sentait la pluie. Je suis monté dans ma modeste voiture et j'ai appelé ma grand-mère. C'est fait, ai-je dit. Et lui, a-t-elle murmuré. Il ne peut plus nous faire de mal. Pour la première fois de ma vie, le bruit dans ma tête, sa voix, avait disparu.
Ce n'était pas de la joie, exactement. Plutôt la douleur sourde qui suit l'ablation d'une tumeur. En m'éloignant, je n'ai pas regardé en arrière. Les gens comme lui pensent que le pouvoir les rend intouchables. Mais la vérité finit toujours par atterrir. Si quelqu'un vous traite comme si vous étiez invisible, laissez-le faire. Les fantômes traversent les murs. Les fantômes voient tout. Et le temps qu'ils vous remarquent, l'échec est mat est déjà annoncé. Parfois, être sous-estimé est votre plus grand avantage.